Je vais essayer de répondre à la demande de Francisco et avec ce projet ambitieux hein, de s'intéresser à des perspectives méthodologiques par rapport à la question de l'inaction, à la manière inactive dont on peut se poser des questions et essayer d'y apporter des éléments de réponse en sciences humaines et sociales, pour ma part. Et il m'a semblé que, si on peut voir la diapo suivante, il m'a semblé que cette question-là pouvait être abordée à partir d'une réflexion sur les objets. Enfin, l'objet que j'ai appelé théorique, objet d'étude et objet d'intervention. C'est-à-dire que, pour ma part, je m'intéresse à la perspective inactive ou inactiviste, à condition qu'elles me permettent d'appréhender des objets complexes comme la vie quotidienne ou le travail ou les pratiques de loisirs. Et évidemment, le fait de choisir des objets complexes, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il nous faut piocher dans des cadres disciplinaires différents. Et nous pratiquons avec mes collègues qui travaillent, avec qui j'ai la chance de travailler, nous pratiquons une forme non pas d'interdisciplinarité, mais de codisciplinarité, je dirais, où nous pourrions revenir éventuellement en discussion sur ce point-là. Et puis le deuxième, c'est un travail de définition des objets, à la fois par rapport à ces pratiques sociales, qu'est-ce que nous faisons quelle transformation nous faisons subir ou simplification nous faisons subir à ces objets pour pouvoir les étudier dans la perspective inactiviste qui est posée a priori comme une sorte de postulat, le postulat de l'inaction. Voilà. Donc je vais faire trois parties en espérant ne pas trop déborder sur le temps que Francisco m'a accordé, et en commençant par un exemple. Un cas concret d'une observation très très simple, si on peut passer à la diapo suivante, Maria. C'est un exemple très simple de deux personnes qui interagissent. Je vais vous lire le texte de manière à ce que tout le monde soit un peu calé sur cet exemple, et pendant toute la présentation, je reviendrai à cet exemple pour illustrer, concrétiser ce que je vais dire au plan théorique, méthodologique essentiellement. Donc la scène dont je veux vous parler se passe un dimanche après-midi, un moment où on ne travaille pas, c'est le printemps et on est au sud de la France, à côté d'un petit village, et deux personnes se promènent en bavardant. Ces deux personnes sont des amis, le premier, je l'ai appelé Jules, et le deuxième, Jim, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour un certain cinéaste qui a fait un film qui ressemble à cet intitulé. Et Jules est l'instituteur du village, et Jim, c'est un doctorant en sciences sociales. Et donc, ces deux amis se promènent et ils discutent, ils échangent des propos amicaux. Diapo suivante. Et Maria, voilà, merci. Au cours de la promenade, à un certain moment, Jules s'arrête. Il interrompt la marche de Jim, son ami, en le retenant avec son bras. Il sort un smartphone de sa veste et il fait des photos du paysage qu'ils sont en train de traverser. Puis il remet le smartphone dans sa poche et il relance la marche entre les deux amis. Et puis donc ils repartent et quelques secondes plus tard, Jim s'arrête, il arrête Jules et il déclenche un enregistreur audio qu'il a toujours dans la poche de sa veste et il lui demande à ce moment-là pourquoi il a photographié ce paysage qui lui semble banal, pas digne d'être photographié. Et Jules lui répond qu'il doit préparer un cours pour ses élèves, un cours de géomorphologie, et que les rochers qui sont autour d'eux sont typiques d'un site calcaire, d'une certaine forme de morphologie géologique, donc, et qu'il utilise souvent des supports audiovisuels en classe, et qu'il y a là de quoi intéresser les élèves à différents aspects des roches sédimentaires et de l'érosion calcaire. Diapo numéro 5. Et Jim demande à ce moment-là à Jules ce que ce relief a de particulier que lui ne perçoit pas. Il voit des rochers, des cailloux, de l'herbe. Voilà.
Et Jules lui dit en réponse à sa question que c'est la présence de blocs qui ont la forme de ruines en raison de l'érosion qu'ont subi ces rochers. Il décrit une stratification exemplaire d'une petite falaise qui est à côté d'eux. Il y a une vallée sèche avec un ruisseau qui est à sec et dans laquelle le chemin se faufile. Il y a des plaques rocheuses qui représentent des mini-cavités qu'il considère comme des conséquences de pluie acide. Et puis, il repère deux dépressions qui sont à peine visibles, qu'il appelle des dolines, c'est-à-dire des endroits où le sol s'est affaissé, typique d'un relief calcaire. Et il ajoute que c'est pour lui, ce relief correspond à ce paysage dégage ou est à l'origine d'une ambiance de jeu, une ambiance ludique. Jim dit OK, qu'il comprend. Et diapo 6. Et Jules continue en disant qu'il est surpris et heureux d'avoir repéré ce site proche du village, qu'il le considère comme typique d'un relief karstique ou calcaire, de ces formes de relief, qu'il vient de décider de le visiter avec ses élèves, qu'il va probablement y revenir le soir même pour un meilleur repérage et pour organiser la visite avec ses élèves. Jules me demande s'il pensait à la préparation de son cours avant d'arriver sur le site et avant d'entreprendre cette promenade avec lui. Et Jules lui répond que non. Il dit que ce cours aura lieu dans plusieurs semaines, que l'idée a germé lorsqu'il a vu ces rochers et cette configuration géologique, et qu'il est toujours prêt à utiliser ce qui se présente à lui pour alimenter ses cours et ses enseignements. Diapo 7. La marche reprend donc et Jim demande à Jules ce qu'il veut dire lorsqu'il évalue ce relief comme ludique. Il a dit, c'est une ambiance ludique. Et Jules s'étonne que Jim ne ressente pas comme lui une impression d'euphorie, une impression euphorisante, une envie de grimper sur ces rochers, d'aller explorer les rochers et les cavités. Puis la marche continue et la discussion se prolonge sur le thème de l'euphorie, du ludisme du relief calcaire. Voilà. J'espère que cet exemple est compréhensible, en tout cas dans une première approche. Je vais m'y référer à plusieurs reprises donc, pour évoquer ces notions d'objet théorique, d'objet d'étude et d'objet d'intervention. Donc on passe à la slide numéro 9, s'il te plaît, Marie. Merci, voilà. Donc, nos recherches, je vais essayer de faire une sorte de panorama des recherches que nous avons initiées, notamment à l'Université de Genève. Elles sont tenues par une visée de connaissance, comme toutes les recherches scientifiques, mais aussi et simultanément et en articulation étroite par une visée de transformation des pratiques sociales. Ce qui nous amène à une sorte de nécessité, mais très très forte et structurante, qui est de clarifier les conditions éthiques de la recherche et notamment de la nature de la coopération avec les acteurs avec qui nous travaillons. Par exemple, il faut que, pour que je puisse vous parler de Jules et Jim, il faut que Jules et Jim m'aient donné l'autorisation de parler d'eux, d'écrire leurs activités, etc. Je ne vais pas aborder cet aspect-là, mais qui me semble néanmoins assez essentiel. Je le signale simplement en début de présentation. Le deuxième aspect, c'est que si on s'intéresse à de l'intervention, à la transformation des pratiques sociales ou à l'accompagnement de ces transformations, notamment en ce qui me concerne dans une visée d'éducation, il y a, je l'ai juste mentionné il y a quelques minutes, la nécessité d'une perspective relativement globale, holiste, qui soit raisonnable, c'est-à-dire qui ne mutile pas trop, qui ne réduise pas trop la complexité du monde social et qui néanmoins nous permettent de tenir sur ces pratiques sociales un discours rigoureux, le plus rigoureux possible, en tout cas qui soit étiquetable comme étant un discours scientifique. C'est un dilemme classique pour les gens qui s'intéressent à cette articulation entre les pratiques et la recherche scientifique, le dilemme classique entre rigueur et pertinence. C'est l'idée que plus on augmente la rigueur des recherches, plus on perd en pertinence sociale de ces recherches. Et inversement,
plus on a des recherches qui sont pertinentes, et plus le prix à payer pour cette pertinence, c'est une diminution de la rigueur. Voilà. Ce qui est embêtant lorsqu'on fait de la recherche, en tout cas, ce dilemme-là est assez structurant de nos recherches. Et il est accepté d'emblée et il est structurant de l'activité des chercheurs. Et donc, néanmoins, pour faire ces recherches, et on passe à la diapositive numéro 10, il nous faut réduire cette complexité du réel. Et dans le cadre des recherches qui nous intéressent, enfin qui m'intéressent, je ne sais pas si elles vous intéressent vous, peut-être pas, la vie quotidienne, les pratiques sociales sont approchées à partir d'une notion qui est à la fois un objet, une notion, c'est l'activité, c'est un premier niveau de réduction de cette complexité. Puis l'activité est approchée à partir de choix qui sont des choix conventionnels sur lesquels je m'étendrai un petit peu dans la deuxième partie de cette présentation, qui relèvent des niveaux de définition et d'analyse que nous choisissons de cette activité. Et puis, troisième réduction, si tant est que ce soit une réduction, en tout cas, c'est au moins une hypothèse, c'est l'hypothèse que l'activité humaine est une inaction, une inaction permanente. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je vous ennuie avec cette présentation au cours de ce séminaire qui est consacré à l'inaction. Donc, merci, bravo pour le changement de diapo, Maria. Donc, je reprends là une des hypothèses qui me semble absolument fondamentale de Varela, c'est l'idée d'un couplage, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'activité humaine, non pas comme, par exemple, d'une perspective behavioriste, dans une sorte de linéarité où il y aurait un stimulus qui déclenche une réponse, mais un couplage, et on prend au sérieux cette idée d'un couplage autoconstruit, signifiant et qui donne lieu à expérience. Je vais essayer de décrire ça de manière un peu plus approfondie dans les minutes qui viennent. Il y a déjà peut-être un point que vous pouvez repérer, c'est que acteur, dans ce magnifique schéma que j'ai réussi à réaliser, acteur est en caractère gras et environnement non. Ce n'est pas une erreur là pour le coup de frappe, c'est simplement pour signifier que ce couplage est asymétrique. Il y a une asymétrie dans ce couplage au sens où c'est l'acteur qui a la main sur la mise en marche de ce couplage. On passe à la numéro 12. Merci. Donc, il y a cette idée de couplage qui est très fortement développée et complexifiée avec 3 types de couplage, etc., par Varela. On voit l'idée qu'il y a une co-spécification, une co-définition de l'acteur et l'environnement. Cette affaire-là tourne en boucle. C'est l'acteur qui définit ce qui de son environnement est significatif pour lui, et l'environnement spécifie ce que l'acteur spécifie de l'environnement, etc., dans un couplage qui est permanent. Nous reprenons donc cette idée varélienne là, et que je reprends à mon compte de manière totale, complète, sans discussion, en la complexifiant néanmoins par rapport au couplage varélien que Varela étudie généralement, c'est le couplage perception-action. L'idée, c'est qu'entre la perception et l'action, perception et action, ce n'est pas suffisant pour rendre compte des pratiques sociales. Il faut, dans le couplage, introduire des notions comme celle d'intentionnalité, d'attente, d'anticipation, etc. Donc, fondamentalement, c'est le couplage varélien, mais qui est un peu complexifié, ou en tout cas, oui, complexifié. Voilà. Cette idée de couplage aussi renvoie à une notion fondamentale, c'est que l'activité est située, elle est toujours en contexte. On ne peut pas imaginer une activité qui ne serait pas dans un environnement, et de même qu'un environnement qui ne serait pas énacté, hein, mise en activité, est absolument impensable. La situation est énactée, l'activité est située, c'est la même chose, c'est synonyme. Hein, il me semble, dans la perspective varélienne, c'est-à-dire qu'il y a, ça signifie qu'il y a toujours un point de vue de l'acteur sur son environnement, et ce point de vue de l'acteur sur son environnement, c'est la situation. On peut passer à la dia suivante, merci. Et donc,
ce couplage est asymétrique, je l'ai déjà dit, c'est l'acteur qui spécifie ce qui de l'environnement le perturbe. Et cette notion de perturbation du couplage est pour nous absolument essentielle. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet d'aborder une question fondamentale dans les pratiques sociales, celle de la signification. Par exemple, si on revient à l'exemple initial, Jules et Jim, ce qui perturbe Jules, c'est le caractère calcaire de l'environnement dans lequel il se promène. Mais ce caractère calcaire de l'environnement ne perturbe absolument pas Jim, qui ne l'avait pas perçu. Ce qui fait sens, ce qui fait signe à un moment donné de la promenade pour Jules, ne fait pas sens et ne fait pas signe pour Jim. Et on a donc le même environnement objectif, peut-on dire, et dans cet environnement objectif, on a deux acteurs, Jules et Jim, qui font émerger des mondes propres, pourrait-on dire, qui ne sont pas les mêmes. Pour Jim, c'est un monde promenable, amicalement promenable, qui émerge. Pour Jules, c'est un monde amicalement promenable et en même temps un monde pédagogiquement utilisable avec ses élèves. Donc cette idée de perturbation, c'est ce qui, dans l'environnement, ce que Jules explique très bien, c'est les dolines, la forme uniforme des rochers, etc. C'est ça qui fait signe pour lui et qui provoque une sorte de choc, de perturbation qui l'amène à arrêter la promenade, à expliquer ce qui se passe lorsqu'on son ami lui dit « je ne comprends pas ». Donc cette idée de signification, elle est abordée dans nos recherches à partir de l'idée de perturbation du couplage. Est significatif ce qui perturbe un couplage. Et c'est toujours évidemment significatif pour l'acteur. Cette idée, je l'ai déjà évoquée un petit peu là, c'est qu'elle est concomitante d'une autre idée qui est que le couplage fait émerger des micro-moi et des micro-mondes momentanés, simultanés et momentanés. Le fait de se promener fait émerger un micro-moi se promenant et un micro-monde promenable. Mais cette émergence, elle est fugace. L'identité en action est fugace, changeante en fonction des perturbations auxquelles que les sujets peuvent prélever dans l'environnement. Donc c'est une idée, je passe rapidement parce que j'imagine que c'est très bien connu de vous, hein, c'est cette idée qu'à chaque instant, un corps propre vraiment avec une majuscule, c'est-à-dire un individu particulier, singulier, émerge en même temps et corrélativement en articulation avec un monde propre qui émerge à chaque instant de manière dynamique. On passe à la 14, Maria. Merci. Et donc, ce couplage est asymétrique. Il y a déjà une très grande complexité à prétendre vouloir analyser le couplage structurel à la Varela, enfin, avec l'idée que c'est l'acteur qui détient la clé de la signification dans l'environnement dans lequel il agit, mais il y a également une deuxième source de complexité extrêmement importante, et c'est celle qui nous intéresse fondamentalement comme éducateurs, c'est l'idée que ce couplage se transforme en permanence. La seule permanence, c'est celle qu'il y ait dans ce couplage, c'est celle de sa transformation. Donc le couplage est transformé, est traversé par la flèche du temps, merci. Et certaines de ces transformations sont locales, très labiles, elles ne durent pas, elles n'imprègnent pas le couplage, comme par exemple, je ne sais pas, les ajustements de vitesse de marche de Jules pour s'ajuster à la vitesse de déplacement de Jim, ou le fait que un dise à un certain moment il fait très doux, la température est agréable. Bon, ces transformations momentanées du couplage ne sont pas structurantes, mais d'autres sont à l'origine d'une transformation irréversible du couplage, un événement qui se produit à un moment donné, à un temps T, et est à l'origine de transformations de l'ensemble des caractéristiques du couplage dans l'avenir ou dans le futur.
Et une conséquence de cette vision émergentiste ou énactiviste du couplage, c'est une sorte de renversement des perspectives par rapport à une psychologie occidentale traditionnelle, mais j'imagine que c'est bien connu de vous aussi, hein, ces idées que, au fond, c'est pas l'acteur qui produit de l'activité, mais c'est l'activité qui produit l'acteur, ou en tout cas, il y a un couplage entre ces deux affaires-là, hein, le corps propre émergent ou le moi émergent, et que ceci, au fond, l'idée d'un individu au temps T, l'état de l'acteur au temps T, c'est simplement une phase ou un moment dans un processus à long terme qui est un processus générateur de monde propre et de corps propre. On peut passer à la diapo suivante. Si, voilà, j'ai essayé de représenter cette idée-là. Bon, il y a des états successifs du corps propre, encore que ces états, ce soit une sorte de passage à la limite pour l'analyse ou pour en parler, du corps propre ou de l'individu incarné, c'est à peu près synonyme. Et puis, on a cette flèche du temps et ce couplage qui est permanent. On passe à la diapositive suivante. Alors, ces transformations du couplage structurel et l'activité du sujet, donc puisqu'elle est abordée comme un couplage structurel, elle est dotée d'une dynamique endogène, c'est-à-dire que c'est un système auto-transformatif qui s'auto-construit en permanence, mais cette construction permanente, elle n'est pas fermée. Bon, Varela parle de clôture opérationnelle pour définir ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant. Hein, c'est l'acteur qui spécifie ce qui est significatif pour lui, mais elle n'est pas fermée au sens où elle est ouverte sur l'environnement. Jules répond aux questions que Jim pose. Jim est surpris par le fait que Jules l'interrompt. Des éléments de l'environnement qui impulsent, perturbent, impactent le couplage et ses transformations. Donc c'est presque dans une perspective qu'on pourrait dire néo-piagétienne. Ce couplage, il est doté de capacités d'équilibration et de rééquilibration. Il a présenté le couplage ici et maintenant, instantané, cette idée de couplage, comment ça nous permet d'aborder l'activité ici et maintenant d'un individu. Donc c'est la première partie. La deuxième, c'était l'idée que cette activité ici et maintenant, c'est une sorte de passage à la limite, puisque cette activité est toujours en transformation. Elle se transforme en permanence. Et cette transformation, elle prend la forme de processus d'équilibration et de rééquilibration, et elle fait alterner des phases de stabilité et des phases moins stables, hein, plus instables, ou des transitions de phase. Je fais référence là à la théorie des systèmes dynamiques. Et notamment, je voulais juste pointer, parce que je n'aurai pas trop le temps de détailler, en tout cas dans la première partie, une idée qu'on doit à un philosophe français, un spécialiste de l'histoire des techniques et de la technique, qui parle de phase de métastabilité, de phase de stabilité, instabilité, métastabilité. La métastabilité sont, pour le dire en première approximation, c'est les caractéristiques de phase instables qui sont prometteuses ou porteuses de transformation du système. Lorsque le système traverse une phase de métastabilité, il ne revient pas à son état initial, mais il revient à un état stable, mais qui est différent de l'état initial, et en général, c'est dans le sens d'une plus grande stabilité, d'une plus grande organisation, d'un plus grand équilibre. Sont des concepts là que j'avance très rapidement, sans doute trop rapidement, peut-être à moins qu'ils soient très connus, mais qui nous servent à rendre compte des questions de développement en matière d'éducation. Je peux passer à la diapo suivante.
Merci Maria. Donc, l'acteur, l'individu acteur, le corps propre, tout ça c'est un peu synonyme, hein. On ne peut pas parler d'individu non acteur, hein. Bon. Et donc considéré comme un état momentané sur une dynamique de transformation. Et c'est un autre aspect qui nous intéresse particulièrement lorsqu'on a des visées d'éducation, d'enseignement ou de formation, c'est une dynamique d'appropriation et d'expropriation. Et en première approximation, je dirais que l'appropriation, ça consiste en l'intégration, l'intériorisation de composantes qui ne sont pas inhérentes au couplage dans ce couplage. Hein, par une sorte, pour reprendre un terme piagétien, par une assimilation de l'environnement vers le monde propre de l'acteur et vers son corps, et au corps propre, par une sorte de processus comme ça. Il n'est pas facile d'expliquer ça parce que les notions d'interne, externe ou d'intérieur, extérieur n'ont pas un grand sens dans la notion de couplage. Mais en tout cas, il y a un moment ou un autre où des choses nouvelles pour le couplage se retrouvent à l'intérieur du couplage, voilà, et le constituent. Donc c'est cette idée-là d'appropriation qui est notre façon à nous d'aborder les questions d'apprentissage. Et un aspect qui est important pour nous, quand je dis nous, c'est l'équipe dans laquelle j'ai la chance de travailler, hein, et c'est le symétrique de ce mouvement d'appropriation, c'est l'expropriation. C'est-à-dire que à chaque instant, un acteur projette dans son environnement des composantes propres. Par exemple, en ce moment, je suis en train, avec quelques difficultés, de projeter dans votre environnement des composantes symboliques, et j'espère qu'elles vont être appropriées par vous si je ne suis pas trop maladroit dans ma façon d'expliquer les choses, etc. Ce processus-là de projection à l'extérieur du couplage et d'intégration ou d'assimilation à l'intérieur du couplage est absolument fondamental, et peut-être que j'aurai le temps de développer un peu ces idées-là, mais sans doute vous aurez le temps de le voir avec Germain Poisat et Luc Ria, c'est dans les prochaines séances de ce séminaire. Mon opinion, c'est qu'on s'intéresse trop à l'apprentissage en termes exclusifs d'appropriation et sans tenir compte systématiquement de ces deux aspects d'appropriation et expropriation qui sont simultanés. Voilà. Si on peut passer à la dia suivante. Merci. Autre aspect, je brosse là les caractéristiques, ce que nous empruntons aux idées wreliennes pour analyser l'activité, hein. C'est l'idée que l'activité d'un individu n'est jamais une activité individuelle, elle est toujours individuelle sociale, de différentes façons. On l'a vu avec Jules et Jim, hein. Jules tient compte de ce que fait et dit Jim, Jim tient compte de ce que fait Jules et de ce qu'il dit. Et ça, c'est un premier niveau de socialité de l'activité. Le deuxième niveau, peut-être plus profond, c'est celui de la communauté, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile, mais nous sommes les couplages structurels que nous représentons les uns, dont nous sommes issus, par lesquels nous sommes portés les uns et les autres, peuvent être en articulation. Et tout ce système Zoom qui nous permet de communiquer malgré la différence de langue est un dispositif qui permet d'articuler communauté et individualité. Avec des difficultés, on le voit, hein. C'est pas si simple que ça, même malgré le fait que ce soit presque mystérieux et merveilleux, enfin, cette affaire-là de se parler, de communiquer des quatre coins de la planète, mais notre activité est imprégnée de communauté. Et à chaque instant, nous absorbons du commun, tout en produisant du propre, de l'individuel, du singulier, et nous projetons à l'extérieur, nous exproprions à l'extérieur de l'individuel qui peut-être, de temps en temps, peut faire communauté.
Et cette affaire-là me semble assez fondamentale en éducation. Je ne suis pas le premier à le dire, peut-être le premier à le dire de façon aussi compliquée et tarabustée, mais en tout cas, cette activité-là en éducation est absolument fondamentale à prendre en compte. Aussi, pour une troisième raison, c'est que si l'activité est individuelle sociale, comme je viens d'essayer de l'expliquer, elle est aussi sociale individuelle, c'est-à-dire que la plupart du temps, nous agissons dans des collectifs et cette activité individuelle dans des collectifs, dans des groupes et dans des équipes, etc., est constitutive des collectifs qui ont des propriétés particulières. Et ces collectifs sont eux-mêmes, si on peut passer à la diapo suivante, ces collectifs sont eux-mêmes dotés d'une dynamique. Voilà, j'ai essayé de schématiser l'articulation de deux couplages et avec ce processus en couleur orangée là, de l'expropriation et de l'appropriation, on peut imaginer que lorsque le groupe est constitué de 30 personnes ou de 20 personnes, c'est infiniment plus complexe, mais c'est quand même une idée, il me semble, forte chez Varela, même s'il ne l'a pas beaucoup développé. Enfin, il a quand même parlé de couplage de troisième type, de languaging chez Maturana, etc., qui est reprise par des auteurs comme Luhmann, par exemple, très importante, et puis certains sociologues, cette idée que les collectifs sont des émergences à un autre niveau d'organisation qui relève ou qui procède de l'interaction entre des couplages individuels. Voilà. Si on passe à la diapo 21, voilà, avec deux figures un peu énigmatiques. C'est un autre aspect que je souhaitais pointer sur l'activité qui a été développée un peu à part chez Varela, ce qui renvoie à toutes ces réflexions et analyses sur la question de l'expérience, de la réflexivité, mais qu'il a, à ma connaissance, peu utilisé dans des démarches de type expérimental, mais que nous reprenons à notre compte d'une manière très minimaliste, je dirais. C'est l'idée que l'activité fait expérience. À chaque instant, notre activité est une source d'expérience, d'un vécu. Nous sommes des systèmes vivants. Par exemple, votre expérience actuellement est peut-être celle d'une, je ne sais pas, d'une activité ennuyeuse qui commence à être un peu trop longue, barbante, etc. La mienne est celle d'une activité inquiétante, inquiète, craintive des réactions négatives que vous pourriez avoir, etc. Vous voyez, chacune de nos activités fait expérience, et cette expérience, nous faisons l'hypothèse qu'elle est une conscience pré-réflexive, c'est-à-dire un niveau de conscience ou un type de conscience qui est toujours lié à de l'activité, bien sûr. Enfin, s'il n'y a pas d'activité, de toute façon, il n'y a pas d'expérience, hein, c'est ça. Et elle est un effet de surface de l'activité. J'ai essayé d'expliquer ça, et c'est toujours difficile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ces schémas qui sont extraits d'un livre que les Français connaissent bien, mais peut-être pas les amis non français. C'est un auteur qui s'appelait, qui est décédé, Saint-Exupéry, et le titre du livre, c'est Le Petit Prince. Et Le Petit Prince dessine le truc là qu'on voit sur la gauche, en bas à gauche de la diapositive. Et il demande, lorsqu'on demande à des adultes ce qui est représenté, les adultes, qui sont des imbéciles, on le sait, répondent systématiquement, c'est un chapeau. Et lorsqu'on demande à un enfant ce qui c'est que ce schéma, il dit peut-être que c'est le dessin d'un serpent qui a avalé un éléphant. Et évidemment, c'est toujours l'enfant qui a raison. Enfin, ce que je veux dire par là, j'espère par là, avec ce schéma, illustrer la notion d'effet de surface. C'est-à-dire que lorsqu'on observe l'activité, cette activité s'accompagne d'un effet de surface. La pénétration du serpent par l'éléphant provoque un effet de surface,
et l'observateur extérieur, mais aussi l'acteur qui est lui-même d'une certaine manière observateur de son activité. Ça, c'est problématique maturanienne, hein, ça. Le, cet effet de surface nous donne accès à l'expérience, nous constitue pour nous un accès à l'expérience, qui est un accès qui peut nous tromper. La forme du truc qu'il y a en bas à gauche peut donner l'impression qu'il s'agit d'un chapeau, ce qui serait une erreur, puisqu'il s'agit d'un éléphant avalé par un boa. Mais cet effet de surface, cette transformation du serpent par l'objet qu'il a avalé, est inhérent à l'activité d'absorption. Enfin, voilà. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Cet effet de surface, je veux peut-être m'éloigner un peu de cet exemple qui est peut-être pas si bon que ça, c'est que c'est un effet de l'activité, mais il n'est pas séparable de l'activité. Il est inhérent à l'activité, c'est-à-dire dès que l'activité s'arrête, l'effet s'arrête également. Ce n'est pas un effet externe ou extérieur à l'activité. Peut-être point suivant. Merci. Encore, je crois, un dernier, il me semble, élément très général sur la définition de l'objet activité dans une perspective inactive. On est toujours dans cette orientation-là. C'est l'idée que l'activité peut être décrite, observée, analysée à différents niveaux d'intégration. On peut dire qu'une personne entre dans une pièce, ou on peut dire qu'une personne ouvre la porte, avance d'un pas, referme la porte, se dirige vers la table, etc. Ou on peut dire que la personne avance la main gauche, pose sa main gauche sur la poignée, appuie vers le bas, etc. On a des niveaux de description de cette activité qui sont multiples et qui sont, si on poursuit la perspective varellienne, qui était reprise par d'autres auteurs également, mais ce que Varela, dans quelques articles, caractérise comme étant des paires étoiles. C'est l'idée qu'il y a à la fois des éléments ascendants et des éléments descendants entre ces niveaux d'articulation de l'activité. En d'autres termes, il y a une autonomie relative de ces niveaux-là. Appuyer sur la porte, c'est une composante de sur la poignée de la porte, c'est une composante de notre activité qui peut se retrouver dans d'autres situations que ouvrir la porte pour entrer dans une salle de cours, par exemple. Et donc, il y a une relative autonomie de ces niveaux d'organisation de l'activité, mais dans une activité ici et maintenant, dans une pratique ici et maintenant, ces niveaux différents sont en relation de dépendance réciproque. Et il y a une dépendance ascendante, c'est-à-dire que les éléments du plus bas niveau d'intégration interagissent et sont à l'origine de l'émergence d'un niveau d'intégration plus important, plus élevé. Et les niveaux d'intégration plus élevés sont à l'origine d'un système de causalité descendante ou de contrainte descendante. Les anglo-saxons disent downward causation, c'est-à-dire une contrainte interne à l'activité qui spécifie les niveaux d'intégration plus bas. J'espère que j'arrive à me faire comprendre là, dans cette idée-là de relation de dépendance réciproque entre les niveaux d'organisation de l'activité, ascendante et descendante. On verra dans quelques minutes que ces options théoriques ont des conséquences au niveau méthodologique et en termes de système d'explication. Voilà. Donc là, on passe de la première partie où j'ai survolé des notions compliquées qui sont issues directement, je crois, de la notion de couplage structurel de Varela, qui sont des ajustements. J'espère que c'est cohérent avec ce que Varela proposait. Et puis maintenant, j'en viens à l'idée de méthode, c'est-à-dire comment est-ce qu'on analyse ça, parce que ça pose des questions absolument redoutables, je pense, au plan de la recherche, qu'on essaye de rendre la plus sérieuse et scientifique possible.
Notamment, ça impose de définir un objet d'étude, des objets d'étude. Voilà. Alors, premier point, ça c'est bien connu. En plus, si vous lisez Varela, vous voyez qu'il utilise souvent les dessins d'Escher, hein, le dessin de droite, où on a une sorte de représentation de l'émergence ou de l'auto-organisation. On a une main qui sort de la feuille de papier, qui dessine une autre main, qui dessine la deuxième main, etc. Dans cette illustration métaphorique un peu de ce qu'est l'émergence. Mais si on prend au sérieux les idées d'énaction, eh bien, on abandonne le polichinelle ou la marionnette de gauche comme système d'explication, c'est-à-dire des systèmes de commande ou de la prescription. C'est-à-dire ce que fait la marionnette dépend de ce que fait la main du marionnettiste, qui dépend de ce que son système cognitif dit à sa main de faire, etc. On est dans un modèle de commande et un modèle causaliste. Ce qui est à expliquer l'activité de la marionnette et la conséquence, et les causes, c'est les modifications des mouvements de la main, qui est une conséquence, la cause en étant les modifications des états du système cognitif de l'acteur. Voilà. On est dans un système d'explication causaliste, ce qui est en général le système expliqué, je suis un peu schématique évidemment, hein, mais le système adopté par les perspectives cognitivistes, en tout cas traditionnellement. Et puis l'idée, c'est qu'il s'agit d'essayer, si on est dans une perspective varélienne et activiste, non pas seulement d'adopter l'ontologie varélienne. Une ontologie varélienne consiste à définir l'activité comme une action, hein, comme j'ai essayé de le faire juste avant, mais aussi une épistémologie énactiviste, c'est-à-dire ne pas étudier ces émergences comme dans un système d'explication causaliste. Et c'est là que ça commence à être très compliqué. Et j'en passe à la slide 25, Maria. Merci. Alors, s'agissant de l'activité humaine qu'on essaie de décrire et d'étudier, ça oblige le chercheur à passer par un certain nombre de choix et de décisions que j'ai essayé de lister, que je vais décrire un petit peu plus en détail dans les diapositives qui vont suivre. La première chose, c'est la définition d'un empan d'activité. Par exemple, je vous ai donné l'exemple que je vous ai donné au début de Jules et Jim est un exemple qui est encadré défini par un choix discutable. J'ai choisi de vous dire il se promène et puis à un certain moment, Jules s'arrête, voilà, et je fais démarrer l'activité à ce moment-là. Et puis, lorsque Jules finit d'expliquer la raison pour laquelle le paysage est ludique, je considère que c'est à ce moment-là que j'arrête l'analyse de l'activité, mais ceci, évidemment, est totalement discutable. Par exemple, si, comme Luc Ria, qui participe à ce séminaire, s'intéresse au travail des enseignants, on peut se poser la question, à quel moment les enseignants sont-ils dans une activité d'enseignement? Jules, un dimanche après-midi, est au repos, il se promène avec un ami, et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un enseignement qui aura lieu plusieurs semaines plus tard. Donc, une des premières difficultés, c'est de définir un empan pertinent d'activité. Qui est pertinent, de quel point de vue, je le dirai plus tard. Voilà. Deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on va analyser de cette activité. Ça ne peut passer que par le recueil de traces de cette activité. En l'occurrence, pour Jules et Jim, les traces qu'on a sont de trois ordres. La première trace, c'est l'enregistrement effectué par Jim de l'échange avec Jules. Deuxième trace, c'est ce qu'il m'en a dit de cette promenade. Il me l'a raconté le lundi, lorsque je l'ai croisé à l'université. Il m'a dit, voilà, il m'est arrivé ça, regarde, écoute.
Et puis, bon, je vais rester pour le moment là-dessus, dire qu'on peut avoir des traces multiples. Il se trouve que je suis allé aussi sur le site pour voir ce que c'était, parce que cette affaire m'intriguait, puis ce n'était pas très loin de l'endroit où j'habitais également. Voilà. Donc, voilà, recueillir des traces de cette activité, que ce soit des traces pertinentes, utiles, analysables. Troisième point, sur lequel je vais passer, cette activité, je vous l'ai décrite comme une transformation permanente, perpétuelle, un continuum, un cours, un flux, voilà, une perspective dynamique comme ça. Et pour l'analyser, le choix que nous avons fait, c'est de discrétiser, de découper ce continuum. C'est une problématique classique en philosophie chez les philosophes grecs. Les paradoxes de Zénon, les Éléates se sont beaucoup interrogés là-dessus, mais bon, ce problème-là est un problème assez complexe. Quatrième, c'est le choix du niveau d'analyse. J'en ai déjà dit quelque chose, donc je passe rapidement là. Je vais encore redétailler un peu cette affaire-là plus loin. Le choix d'un point de vue externe, extrinsèque, intrinsèque, c'est-à-dire que je vais développer plus loin, mais l'idée c'est une activité humaine se déploie, celle de Jules et Jim, on peut en rendre compte de différents points de vue et a priori, tous les points de vue sont pertinents. L'observateur extérieur qui est un peu en retrait ou éloigné de la scène peut avoir un point de vue, le décrire. C'est souvent ce qui se fait dans des recherches de type positive, positiviste. Mais aussi, on peut avoir une description de cette activité du point de vue de Jules ou du point de vue de Jim. Quel est le point de vue qu'on va adopter quand on est chercheur pour rendre compte de cette affaire-là? Et puis, un système de choix qui n'est pas souvent explicité, en tout cas par nous, notre équipe de recherche, c'est l'activité comme minimalement cohérente, raisonnable, partageable. Alors bon, je pense que Laetitia s'intéresse à ces questions de partage. Bon. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais lorsqu'on analyse cette activité, on l'analyse comme étant une activité humaine. Ce sont des humains qui analysent une activité humaine. Et il y a des choses qui vont de soi. Il y a des allants de soi qui nous permettent de comprendre, dans une perspective qui est très empathique au fond, ce qui se passe. Et on fait référence de manière pas très explicite dans les recherches à cette partageabilité de l'activité et au postulat non pas de rationalité, mais de raisonnabilité. Enfin, pour avoir été amené à analyser l'activité d'enfants autistes, je peux dire que cette question-là, elle est absolument fondamentale à ce moment-là. Et on se la pose, alors qu'on a tendance à ne pas se la poser lorsqu'on analyse de l'activité quotidienne. Peut-être qu'on passe à la diapo suivante. Maria, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est un exemple de traces, de recueil de traces de l'activité. Alors, bon, en haut à gauche, vous avez des traces d'une activité de marche, probablement, une activité humaine de marche, voilà. Et puis, vous pourriez faire un focus sur ces activités, passer à ses pieds, repérer qu'il y a un grand pied, un moyen pied, un petit pied, et puis éventuellement aller jusqu'à reconstruire ces traces, voilà, dans un phénomène d'extraction de la situation spontanée, naturelle, pour en faire quelque chose d'analysable de plus en plus systématiquement. Certaines de ces traces sont très labiles, évanescentes. Là, voilà, c'est un exemple de traces où il n'y a pas que des êtres humains qui se déplacent dans le désert, dans le sable, mais il y a aussi d'autres animaux. On voit au centre un animal féminin humain. Et puis, on pourrait carrément recueillir ces traces pour les étudier systématiquement en laboratoire en les mettant dans un seau, ce qui peut-être n'est pas tout à fait la meilleure manière d'analyser la marche dans le sable, mais enfin, en tout cas, ça pourrait être une démarche, et je me demande d'ailleurs si certaines recherches de type expérimental en psychologie, qui est ma discipline d'origine, ne sont pas de ce type-là, de type ramassage de sable pour étudier des traces de locomotion sur la plage. C'est une méchanceté. On peut passer à la colonne de droite.
certaines traces sont assez facilement identifiables, enfin interprétables. On peut dire là, ce sont des roues de véhicules automobiles sur la plage assez facilement. Encore faut-il connaître le pneu, etc. La trace dans la colonne de droite du milieu est beaucoup moins facile à interpréter. On ne sait pas trop ce qu'elle est. Et on peut, pour pouvoir l'interpréter, il faut savoir que certains serpents se déplacent latéralement et produisent des traces de ce type-là. Voilà, je continue, peut-être c'est juste pour dire la difficulté du choix de la trace. On peut se tromper complètement lorsqu'on veut analyser une activité. Merci de passer à la dia 27. Là. Alors, on complète dans notre perspective ces observations de l'extérieur de l'activité par ce qu'on appelle des confrontations des acteurs aux traces de leur activité. C'est-à-dire qu'une fois des enregistrements effectués, qui sont des prises de notes, des enregistrements audio, vidéo, on confronte les acteurs. Vous avez des images de ça avec une de nos collègues qui auto-confronte des personnes dans une recherche que nous avons conduite, et on aide ces acteurs à l'expression de leur expérience, avec l'idée qu'il est possible de revivre la situation qui est présentée à partir de ces traces. Si on prend l'exemple de la vidéo, il est demandé aux acteurs de se remettre en situation dynamique, revivre l'expérience qu'ils ont vécue et de dire, d'exprimer plus largement que dire, ce qu'a été leur expérience au moment où cette activité s'est déployée. Évidemment, on connaît les limites de ces démarches, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse substituer à cette perspective-là de faire appel à la capacité de pré-réflexivité des acteurs et à leur compétence à exprimer cette pré-réflexivité, moyennant un certain nombre de conditions sur lesquelles je ne rentre pas, puisque je reste à des principes d'analyse de l'activité comme une action. On passe à la diapo suivante. Voilà. On retrouve le schéma que j'avais essayé de commenter il y a quelques minutes sur l'idée que cette activité peut être décrite à différents niveaux. Et la question du chercheur, c'est de choisir un niveau de description. On pourrait imaginer, pour décrire une autre activité aux uns et aux autres dans cette rencontre en visioconférence, différents niveaux d'analyse de cette activité. Et alors, tous les niveaux, on peut dire que tous les niveaux sont bons. Il n'y a pas un bon niveau d'analyse, tous les niveaux sont pertinents. Ça dépend des questions qu'on se pose. Et pour notre part, comme on s'intéresse à des questions de formation ou d'éducation, c'est ça qui détermine les niveaux d'analyse qui sont les nôtres. Par exemple, dans des interventions, lorsqu'on est amené dans des systèmes complexes, des administrations, un système d'éducation, par exemple, si on s'intéresse à l'activité des managers ou des cadres ou des dirigeants de ce système, on n'est pas obligé de descendre à un grain d'analyse extrêmement fin de l'activité des formateurs et des formés, puisque ce qui est pertinent pour ces décideurs, c'est un niveau, pour leur propre activité, c'est un niveau général de compréhension du système. Mais si on s'intéresse à la pédagogie, c'est un certain niveau. Si on s'intéresse à l'activité des cellules nerveuses de l'enfant qui apprend, grâce à des systèmes de coloration, enfin d'image du système nerveux, eh bien, c'est un niveau encore plus fin d'analyse qui serait pertinent. Donc, on définit un niveau d'analyse pertinent. J'en dis deux mots dans quelques secondes. Et l'idée, c'est que une analyse, si on est en phase avec cette idée d'un système ascendant et descendant de causalité interne au système d'activité, eh bien, il faut aussi analyser un niveau N+1 et un niveau N-1 pour rendre compte de l'épaisseur hiérarchique organisationnelle de cette activité, ce qui fait que c'est un travail très complexe.
Et puis, dernier point, ce que nous essayons de faire pour notre part, mais c'est juste une convention de recherche, hein, ou une orientation qui peut être complétée, discutée, c'est de situer nos analyses, parce qu'on s'intéresse à l'éducation, à ce qu'on appelle le niveau des unités significatives élémentaires. C'est-à-dire que je vous ai parlé dans la première partie de l'hypothèse d'un niveau qui fait expérience pour le sujet. L'activité fait expérience pour le sujet, mais pas à tous les niveaux de cette activité. La manière dont le virus agit sur votre système respiratoire aujourd'hui, malheureusement pour certains d'entre nous, eh bien, c'est totalement hors du champ de notre conscience et de notre réflexivité. Par contre, certains des effets de cette action du virus sur notre activité quotidienne font expérience, tout sautement, douleur, etc. Donc, on choisit dans l'analyse de l'activité d'un malade ou d'un patient, par exemple, le niveau qui est le plus élémentaire possible, en deçà duquel ça ne fait plus expérience. En dessous du niveau que nous choisissons, le sujet ne peut rien en dire parce que ça ne fait pas expérience pour lui. Et au-dessus, c'est plus élémentaire, c'est-à-dire qu'on peut le décomposer en des unités plus petites. Donc j'ai essayé de parler d'un niveau qui est le niveau significatif élémentaire. Voilà. Là, je vous propose une belle peinture murale. J'espère qu'elle vous parlera, comme elle me parle à moi. C'est une peinture murale égyptienne qui date, je crois, de 1200, 1250 avant notre ère, moins 1250. Et je la trouve intéressante. Je m'en sers avec mon petit-fils pour lui expliquer, enfin, quand on fait du dessin ensemble. Voilà. Je la trouve explicite parce qu'elle représente une piscine dans un jardin. Donc la piscine, c'est le rectangle qui est au milieu. Et on peut dire que cette piscine, elle est en vue de drone, quoi. Un drone égyptien en 1250 qui nous fait une image d'une piscine dans un jardin, ce rectangle. Et puis dans ce rectangle, dans cette piscine, il y a des poissons et des oiseaux, sans doute des canards. Et ces canards et ces poissons, ils ne sont pas vus en plan supérieur, ils ne sont pas vus d'une vue de drone, mais ils sont vus de profil. On a un deuxième point de vue sur cette piscine-là, qui est une vue de côté. Et même, bon, ce n'est pas complètement le cas, mais et même on a un effet de profondeur parce que les poissons sont plus bas que les canards qui probablement sont à la surface. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a autour de la piscine, donc il y en a deux points de vue déjà, autour de la piscine, on a des arbres qui sont très bien représentés et on pourrait reconnaître, je pense, des arbres, un palmier, des orangers. Et alors, les arbres du haut de l'image, ils sont représentés de profil aussi, comme les poissons et les canards. Mais les arbres de la gauche de l'image, ils sont représentés dans un point de vue qui n'est pas facile à identifier. Peut-être que c'est un point de vue éclaté, hein, c'est-à-dire que les arbres ont basculé, ils sont plus verticaux, ils sont horizontaux. Et puis les arbres du bas, on ne sait plus trop, c'est pas éclaté, et c'est de profil, mais quand même probablement les racines de l'arbre sont probablement plus haut, seraient à représenter si c'était un éclaté complet comme renversé. J'espère que je me fais comprendre. Et puis il y a un personnage en haut à droite qui est une femme qui a probablement des oranges, enfin des agrumes, qui a cueilli des fruits et qui est représentée à l'égyptienne, c'est-à-dire avec le visage de profil, le torse de face, et si on pouvait voir ses pieds, probablement, on verrait qu'elle a deux pieds gauches. Bon, on a là une illustration absolument superbe de la manière dont les Égyptiens représentaient les scènes de la vie, c'est-à-dire dans une orientation qui n'est pas du tout réaliste. Ils mettent dans cette image tout ce qu'ils savent sur la réalité, ils le représentent d'une manière qui est très conventionnelle, pas facile à comprendre, et malgré ça, on la comprend assez bien quand même, ce qui se passe.
Alors, tout ça pour dire que sur cette scène-là, cet environnement, on pourrait avoir différents points de vue. Hein, on pourrait voir de profil, de face, d'en haut, depuis dans la piscine, etc. Et le problème du chercheur, c'est quel point de vue adopter pour rendre compte de ce qui se passe dans cet espace-là. Donc, si et on ne peut pas, évidemment, si on fait de la recherche scientifique au XXIe siècle en Occident, il est difficile d'adopter et de publier un article qui soit un tel fouillis de points de vue, en tout cas en l'absence de convention de restitution par, j'imagine, les comités de lecture. Enfin, on passe à la 30, s'il te plaît, Maria. Merci. Et donc, le choix qui est fait, bon, j'aime bien cette image, bon, je ne rentre pas trop dans la description de cette image, mais le choix que nous faisons, c'est d'adopter systématiquement deux points de vue sur l'activité. Le point de vue dit intrinsèque et le point de vue extrinsèque, ou qui n'est pas tout à fait extrinsèque, mais un point de vue extérieur. Le point de vue extrinsèque, c'est d'essayer, ce qui est une ambition folle et un manque de modestie enfin, qui rendre compte de l'activité de Jules du point de vue de ce qu'est cette activité pour Jules, et de rendre compte de l'activité de Jim du point de vue de Jim, c'est-à-dire ce qu'elle est quel sens elle a pour Jim, en donnant un primat au point de vue des acteurs et en complétant ce point de vue des acteurs par le point de vue d'un autre acteur qui est le chercheur qui observe Jules et Jim, mais avec un primat, une priorité au point de vue à la dynamique intrinsèque, c'est-à-dire à la dynamique du couplage, si tant est qu'on puisse y accéder avec les difficultés que je vous ai énoncées sur l'expression de l'expérience, la préréflexivité, etc. Non. Donc cette idée-là, c'est on rend compte de l'activité de Jules, du point de vue de Jules, ce qui n'empêche pas le chercheur d'avoir un point de vue sur cette activité, notamment par exemple si Jules dit ben là je continue tout en marchant à expliquer à Jim, et si, le chercheur, s'il a la vidéo de la promenade, peut dire mais attends, tu marches pas là, tu es à l'arrêt. Hein. Donc il y a enfin il y a pas une adoption non critique, non discutée du point de vue intrinsèque, mais c'est un point de vue intrinsèque qui constitue la finalité de l'analyse. Et puis, je n'ai pas trop le temps de développer, j'en reparlerai plus tard, mais cette question-là, elle renvoie à celle de l'altérité et du mimétisme, c'est-à-dire que c'est relativement facile pour un chercheur occidental, français, de décrire l'activité de deux Français dans un paysage qui est un paysage de campagne qu'on connaît avec des chemins, avec des rochers, des rivières, etc. C'est beaucoup plus difficile lorsque on s'intéresse à l'activité des indios le long de l'Amazone, enfin, ou comme je le disais tout à l'heure, enfin, lorsqu'on a affaire à des enfants autistes, dont on essaye de comprendre l'activité dans la perspective d'aider les éducateurs et les rééducateurs à intervenir de manière plus efficace en direction de ces personnes. Et donc, cette idée d'altérité, de mimétisme, elle me semble de plus en plus importante dans la recherche. Elle dépasse, à mon avis, très fortement les oppositions entre objectivité et subjectivité. Et à mon sens, nous pourrions, sous l'impulsion de Francisco, enfin, avoir des échanges là-dessus, parce que ça me semble vraiment très important. Voilà. Donc, je continue sur les méthodes. Je parlais tout à l'heure d'un passage à la limite. C'est-à-dire, pour étudier ce continuum, c'est la rivière d'Héraclite. Hein, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. La rivière, à la fois, est toujours la même, mais elle n'est jamais la même, etc. On fait une discrétisation, c'est-à-dire on découpe ce continuum en des unités et on essaye de rendre compte de deux choses. La première,
c'est de chacune des unités constitutives de cette continuité. Et la deuxième, c'est des liens qu'il a, des relations qu'il y a entre chacune de ces unités, des relations de dépendance. Et j'espère que je me fais comprendre en disant ça, en sachant que c'est un passage à la limite, que l'activité, c'est un continuum. Et donc, pour rendre compte d'un continuum, passer par des découpages en unités discrètes, discontinues, c'est une sorte d'aporie fondamentale. Et puis, cette idée, c'est que complémentaire, c'est que pour étudier quelque chose, il faut bien l'identifier. La promenade de Jules et Jim, mais à quel moment commence la promenade, à quel moment est-ce qu'elle se termine, c'est pas aussi simple que ça de le définir, et d'une certaine manière, c'est toujours une convention que ce bornage de l'activité, comme il est conventionnel d'étudier ce niveau plutôt qu'un autre, etc. On passe à la 32, Maria, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Voilà. Admettons que ce schéma représente maintenant l'activité de Jules et Jim. Bien, on va avoir dans le carré, le rectangle rouge en bas à gauche, le moment où Jules s'arrête, prend des photos du paysage et remet l'appareil photo dans sa veste. Et puis le rectangle orange, c'est le moment où Jim lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Tu prends la photo d'un truc qui est banal, à quoi ça sert, voilà. Et on a donc deux moments dans cet épisode qui est plus global, qui a commencé avant et qui va se poursuivre après. Et l'analyse permet de repérer ces moments, ces modalités d'organisation de l'activité. On peut dire, d'une certaine manière, que l'activité de Jules et Jim est structurée comme un livre. Il y a des épisodes, des chapitres, des paragraphes, des phrases, des mots, et tout le travail du chercheur, c'est de jouer sur ces niveaux d'organisation, l'idée étant que chaque unité significative élémentaire est comme un mot porteur d'un sens particulier, mais que ce mot, mis en relation avec d'autres mots, d'autres composantes de l'activité, fait une signification qui est particulière, et puis ces phrases de l'activité mises ensemble dans un paragraphe, etc., etc. On a une sorte de vision presque livresque de l'activité, même si on ne réduit pas l'activité à du langage, évidemment. Et tout le travail de la recherche, c'est de déconstruire ce qui se donne comme une globalité, comme un livre dynamique, au fond, et puis jusqu'à des unités les plus élémentaires possibles, et puis ensuite de retrouver la dynamique de composition de l'organisation et du sens de cette activité. On passe à la slide 33, s'il te plaît. Peut-être je vais passer rapidement là-dessus, mais un des problèmes que l'on a au plan méthodologique et épistémologique, c'est que d'une certaine manière, on n'analyse jamais que de la singularité. Je parlais d'Héraclite il y a quelques secondes, on ne se baigne jamais dans la même rivière, et même on peut dire qu'on ne se baigne jamais dans le même corps. Je reprends une formule d'un généticien que je connais un petit peu, qui me dit mais nous nous transformons en permanence et il n'y a pas d'objet d'une certaine manière. Il n'y a que des dynamiques. Et comment est-ce qu'on peut faire du général à partir de cette dynamique et de ces singularités? C'est une des grandes difficultés. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus établi et facilement accepté dans les démarches qu'on fait, c'est-à-dire de passer de 1 ou 2 ou 3 ou même 10 cas que nous analysons à des éléments, des énoncés qu'on espère scientifiques parce qu'ils ont de la généralité. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on s'intéresse à ce passage du cas singulier au général par un processus qu'on caractérise comme étant un processus de typicalisation ou de typification. C'est-à-dire qu'on essaye de repérer dans
les activités que nous analysons, ce qui peut être considéré comme typique. Mais typique au sens où les sujets qui participent ou les participants à l'étude peuvent nous dire « Ah ben tu vois là, c'est typique cette affaire-là ». Et d'ailleurs, si vous revenez, si vous avez le temps après, vous revenez au dialogue de Jules et Jim. Jules, à un certain moment, dit « Voilà, ben, je fais la photo parce que ce paysage est typique d'un paysage calcaire, d'un relief calcaire ». Cette typicité-là, et il l'explique, il dit c'est typique parce qu'il y a des rochers, parce qu'il y a une rivière à sec, parce qu'il y a etc. Bon. Et notre ambition, au fond, c'est de faire la même chose que Jules quand on fait de la recherche, c'est-à-dire à partir de un cas ou de plusieurs cas, repérer de la typicalité et en faire une sorte de monstre, enfin rendre compte d'un monstre qui serait une agrégation de tous les éléments de typicalité qu'on repère dans l'échantillon qui est enquêté. Et alors, bon, pour ça, les acteurs nous disent que c'est typique, on multiplie les observations, quand les choses se présentent régulièrement, on a l'impression que c'est plus typique que si c'est exceptionnel, mais ce sont des critères qui ne sont pas si évidents que ça. Voilà, et là aussi, je ne sais pas comment les autres équipes travaillent, mais on pourrait, à mon sens, avoir des échanges sur cette affaire-là. Voilà. On peut passer, Maria, à la 34. Voilà, je l'ai déjà dit, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on est chercheur, c'est de reconstituer la genèse de signification organisée ou d'organisation signifiante. Hein, on ne fait pas de la relation de cause à effet. L'effet de, je sais pas quoi, l'effet de l'ordre de présentation sur l'apprentissage d'éléments par l'enfant est fait de sur, mais on essaye de comprendre comment l'enfant fait pour apprendre. Voilà. Et donc, on essaie de reconstruire avec ce que j'ai essayé de vous expliquer en espérant que c'était un petit peu compréhensible. Et puis, dans l'interprétation de ce qu'on observe, il y a cette hypothèse de consistance, de cohérence, de partageabilité. Voilà, c'est peut-être là, bon, j'ai lu un texte de Laetitia il n'y a pas longtemps qui me semble assez fascinant et intéressant là-dessus, ces questions-là, notamment, peut-être si ce n'est pas ça qui est central dans le texte, mais en tout cas, c'est porteur de ces questions, il me semble, c'est même quand on analyse l'activité d'un délinquant, d'un pervers, d'un champion de très haut niveau, d'artiste, etc., tout ce que je ne suis pas pervers, je ne suis pas délinquant, je ne suis pas sportif de haut niveau, eh bien, j'ai quand même la possibilité de comprendre, d'accéder, moyennant un certain nombre de démarches, quoi, à ce qu'est cette activité. Voilà. Et idem pour les situations, j'espère que Germain vous présentera par exemple des recherches qui sont actuellement conduites à Genève sur les situations à risque, qui sont des situations qui peuvent être des situations de catastrophe, enfin, voilà, qui sortent de la vie immédiatement commune et partagée. Diapo suivante, merci. Voilà, donc j'en viens à la troisième partie que je vais aborder plus rapidement parce que vraiment, je pense que ça va être très, très finement et intelligemment développé par Luc et Germain quand ils vont vous présenter leurs recherches qui, elles, seront beaucoup plus étayées par des données empiriques, je pense. Donc on passe à la slide 36. C'est paradoxe. Le paradoxe de l'éducation. Enfin, bon, alors, l'éducation, c'est la flèche rouge. Quoi. On a un couplage qui est celui du formateur, un autre couplage qui est celui du formé, et le couplage formateur essaye de faire en sorte que le couplage du formé se transforme, change, et dans une perspective qui est une perspective éducative. Voilà. Donc, on a une redéfinition de l'éducation minimaliste dans une perspective de couplage structurel. On passe à la diapo suivante. Voilà. Le problème, c'est un problème très ancien qui a été repéré par un chercheur qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Jacob von Uexküll, qui est un biologiste allemand du 19e siècle. Le problème, c'est que chacun de nous vit dans son monde propre.
Et là, vous avez quelque chose qui est, enfin, c'est un exemple que prend von Uxküll, et je le reprends souvent parce que pour moi, c'est assez exemplaire, comme les exemples souvent. Hein. Bon. Mais vous avez la rencontre ou un baiser entre une mouche et un escargot. Voilà, on pourrait, si on était poète, écrire un poème sur la rencontre de la mouche et de l'escargot. Et von Uxküll dit attention, parce que ça, c'est une illusion. Le monde propre de la mouche, c'est un monde qui dépend des caractéristiques de son système perceptif et de son système moteur. Donc c'est un monde qui est celui de la vitesse, des déplacements, des changements de direction, des transformations. Et le monde propre de l'escargot, qui dépend également de son système effecteur et de son système perceptif ou sensoriel, c'est c'est un monde de l'immobilité, de la lenteur, de la stabilité. Et quand un observateur observe ce qu'il pense être une rencontre de la mouche et de l'escargot, von Uxküll dit qu'il faudrait savoir de quoi on parle quand on parle de rencontre, parce qu'en tout cas, ces deux mondes propres-là ne se rencontrent pas beaucoup. Et probablement, voilà, si on interviewait la mouche et si on posait des questions à l'escargot, ils pourraient nous dire qu'ils n'ont pas vu de mouche de la journée ou qu'ils n'ont pas rencontré d'escargot. Et très souvent, une conférence une visioconférence ressemble à ce qu'on pourrait appeler la rencontre de la mouche et de l'escargot. Je le crains. C'est-à-dire qu'il y a un effort de ma part pour rendre mon monde propre compréhensible. Je pense qu'il est partageable en partie, mais en partie seulement parce que c'est pas facile. Le langage est une ressource extraordinaire, mais pour articuler ces mondes propres, en même temps, c'est un obstacle parce que la pensée et le langage, c'est pas la même chose, etc. Voilà. Et donc, l'éducation est basée sur ce paradoxe, je pense, essentiel, fondateur qu'on perçoit en permanence, c'est la nécessité de la rencontre et l'impossibilité de la rencontre totale au cours de laquelle les mondes propres et les corps propres se superposeraient. Voilà. Alors, ce n'est pas une raison de désespérer, mais c'est une raison d'empoigner cette question essentiellement, fondamentalement, je pense. Le caractère improbable de l'articulation de deux couplages, en tout cas jamais donné d'emblée, toujours à construire, et qui demande des caractéristiques particulières que je rappelle en bas, qui est empathisme et mimétisme. On a de la chance, les personnes en formation ne sont pas si différentes de nous que ne l'est l'escargot par rapport à la mouche. Donc, on a des atouts par rapport à cette rencontre difficile. Et puis, ça me semble être le nœud vraiment d'une vision varelienne de l'éducation. Le deuxième, c'est Varela n'a pas beaucoup écrit là-dessus, mais ce sont des textes qui sont extrêmement stimulants, je trouve. C'est un texte dans lequel il oppose deux visions de l'action sur autrui, d'une certaine manière. C'est la proscription et la prescription. La prescription, c'est l'hypothèse fondamentale des recherches causalistes ou cognitivistes, c'est-à-dire la représentation prescrit les caractéristiques de l'action, pour être simple. Hein, voilà. La vision proscriptive, c'est de dire qu'il n'est pas possible d'instruire ou de proscrire l'activité d'un sujet, puisque cette activité est autoconstruite, autogénérée. Voilà. Tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est éducateur ou lorsqu'on veut avoir un impact sur l'activité des personnes, c'est proscrire cette activité, c'est-à-dire proscrire ce que l'on ne veut surtout pas voir apparaître dans cette activité, c'est-à-dire définir des interdits. Au fond, c'est deux visions qui s'opposent de l'éducation. La première, c'est la vision prescriptive, c'est une vision dans laquelle tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et la deuxième, la vision proscriptive, c'est la vision selon laquelle tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, mais cette interdiction, elle définit
une zone d'activité, un espace d'activité qui est l'espace d'autonomie de l'acteur, de l'autonomie de l'acteur. Si on peut passer à la diapo suivante. Merci. Ça donne ce que j'ai appelé dans l'énoncé du centre, là, c'est une modestie de méthode en éducation. Et j'ai repris une formule qui est utilisée par les informaticiens anglo-saxons des États-Unis, plug and pray, et non pas plug and play. Plug and play, vous savez ce que c'est, hein, c'est on branche et ça marche. On met la fiche dans le courant secteur et ça marche. Les informaticiens disent oui, ça c'est bien, c'est vrai, ça c'est de la communication. Hein. En réalité, c'est plug and pray, c'est on branche et on prie pour que ça marche. Eh bien, je pense que un éducateur, c'est ça. C'est quelqu'un qui branche, qui met en place un espace qu'on appelle un espace d'action encouragé ou un espace d'action découragé, et ensuite on prie pour que ça marche. C'est-à-dire que ces situations de formation, dans cette perspective, je crois, à un activiste, ce sont toujours elles ne sont jamais garanties. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, même si on a de l'expérience, même si ça a déjà marché par le passé. Et puis, ça oblige à une modestie qui consiste à considérer ces dispositifs, programmes, situations de formation comme des promesses d'apprentissage et de développement, mais pas plus. Et cette notion de promesse, je crois qu'elle est aussi au cœur de l'activité d'éducation dans une perspective activiste. On passe à la diapo suivante, s'il te plaît, Maria. Alors, je vais aller assez vite maintenant, il reste 2 ou 3 diapos et je pense que vous en avez marre de m'entendre. Dans la perspective d'éducation des adultes qui est la nôtre, on distingue 2 types de formations dans lesquelles on essaye de faire jouer dans des dispositifs innovants ces idées que j'ai rapidement évoquées là. Et ces deux nœuds de la proscription versus la prescription, et puis le nœud de la rencontre improbable, non garantie. C'est dans des formations qu'on caractérise comme curriculaires, où il y a un curriculum, un programme qui vise un apprentissage, l'acquisition de savoir, de compétences, etc., avec des répertoires de compétences préalables. Voilà. C'est la formation professionnelle ou la formation au loisir classique qui nous intéresse, bien sûr. Et puis, il y a des formations qu'on dit développementales, qui sont un autre volet, qui est en tout cas en Europe, mais même aussi en Amérique du Nord, oui, puis en Amérique du Sud aussi, bien sûr. C'est une visée d'éducation plus profonde, plus systématique, basée sur du développement. Au fond, ce qui intéresse, ce n'est pas l'apprentissage, mais c'est le développement des sujets et des individus, et en lien avec leurs problématiques vitales. Je pense à des auteurs comme Paulo Freire, mais aussi à d'autres, bien sûr. Et ces 2 aspects sont présents en éducation des adultes depuis l'émergence et l'institutionnalisation de l'éducation des adultes, mais avec un secteur qui se développe fortement, c'est la vision utilitariste de la formation professionnelle, on comprend pourquoi, bien sûr, et ces formations développementales, ou cette éducation éducation développementale sont beaucoup moins présentes et beaucoup moins financées et organisées, mais on s'y intéresse malgré ça. Voilà. On passe à la diapo suivante. Alors, le temps que ça traverse l'Atlantique, voilà. Je vais aller vite là sur 2 aspects pour résumer cette diapo. La première, c'est que il résulte de tout ce que j'ai essayé de vous dire dans la première partie, que l'activité humaine, au fond, on peut la caractériser comme articulant 2 composantes. Une composante productive, on fait son travail, on produit quelque chose, je sais pas, un objet quelconque, un bien ou un service. Et puis une composante constructive, c'est en faisant cet objet,
ce vélo hein, qu'on va vendre, cette bicyclette qu'on va vendre, eh bien, on se développe, on se construit, on transforme sa propre activité. Et toute la question d'un formateur, c'est, alors on sait qu'à force de faire des vélos, on va devenir plus compétent dans la fabrication des bicyclettes. Hein. Donc on acquiert de l'expérience, comme on dit. Voilà, on se forme sur le tas, il y a un apprentissage informel, etc. La question du formateur, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander de faire pour qu'il se développe. C'est-à-dire que le formateur s'intéresse à la dimension constructive de l'activité, mais sa problématique, c'est une problématique de proposition, de demande, de production. Et parfois, ce n'est pas très clair, je pense, dans ce qu'on peut lire sur la littérature en éducation, cette distinction-là entre composantes productives et composantes constructives. Voilà. Et puis la deuxième, c'est la chose qui nous intéresse et sur laquelle on essaye de réfléchir. Et le deuxième aspect qui est résumé, qui est un peu développé dans les lignes qui suivent, c'est la distinction classique, mais qui renvoie à une problématique varélienne, c'est le constat qui est fait en analyse du travail par les ergonomes, c'est le constat que le travail, l'activité des gens au travail, hein, en train de faire leur boulot, leur métier, eh bien, elle n'est jamais superposable ou résumable par le travail prescrit. C'est-à-dire que les gens ne font jamais ce qu'on leur demande de faire exactement. Et ce n'est pas parce qu'ils sont tricheurs, malhonnêtes ou fainéants. S'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, c'est précisément pour pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire. Et ce qui fait qu'il faut s'intéresser pour nous hein, à l'activité réelle et pas seulement à la prescription et à l'organisation du travail. Et donc, toutes les recherches qui sont faites dans le domaine de la formation, que ce soit pour analyser les situations de formation ou pour alimenter, concevoir des situations de formation, elle est basée sur ces deux idées, l'articulation de la dimension productive et constructive de l'activité, et puis la distinction entre le prescrit et le réel, en mettant en place un système de proscription et pas de prescription, comme si on reprend les termes varéliens. On passe à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, dernier, je crois qu'il y a encore une slide après, je ne me souviens plus exactement ce que je vous ai préparé. Et je voudrais juste caractériser, prendre 3 points sur cette slide-ci. Quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup, qui n'est pas si facile que ça à expliquer, c'est favoriser un engagement de type note, note, note. Alors, cette idée-là, elle vient de recherches qui sont faites en ethnologie par un ethnologue qui s'appelle Willerslev, qui est un Danois qui a étudié particulièrement les communautés de Yukagir. Des Yukagir, on est très loin on est très près du pôle Nord. Ce sont des chasseurs qui vont chasser l'ours, le phoque, etc. Et Willerslev observe que le mode d'engagement de ces chasseurs dans leur activité de travail, mais aussi lorsqu'ils accompagnent leur fils adolescent et qu'ils font du compagnonnage avec lui pour transmettre les techniques de chasse, le mode d'engagement recherché, c'est un mode d'engagement de type not, 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 c'est-à-dire not work, not, not work. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas de la chasse, si on veut que ce soit efficace, mais il faut que ce soit pas de la chasse. C'est-à-dire, si vous voulez être efficace quand vous chassez, il ne faut pas aller chasser, mais il ne faut pas aller chasser. J'espère que je suis aveugle en clarté, là. Je vais peut-être prendre un autre exemple, peut-être ça va éclairer. C'est cette idée que chez les peuples animistes, Viveros de Castro décrit aussi des choses comme ça chez les Amérindiens, les Indios. Le mode d'être au monde, quand on est dans ces situations de travail ou de formation-apprentissage, même si ça ne s'appelle pas comme ça, ces situations-là sollicitent ou favorisent un mode d'être au monde qui n'est pas un mode d'être
occidentale, directe. Si on veut obtenir ce but, eh bien, on vise ce but et on réduit l'écart par rapport à ce but. Si on veut obtenir ce but, il ne faut pas viser ce but, mais il ne faut pas le viser. Un autre auteur français qui s'intéresse aux philosophies chinoises décrit ça, l'efficacité dans ces philosophies traditionnelles chinoises peut se caractériser de la manière suivante: ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Bon, cette idée paradoxale qu'on retrouve, alors, grâce à une de nos collaboratrices qui a particulièrement étudié les situations de formation par simulation à l'hôpital de Genève, on a exactement ce mode d'engagement-là dans les situations de simulation. On endort un mannequin pour former, on demande à des infirmiers anesthésistes d'endormir un mannequin pour apprendre à endormir des individus humains. Voilà. Et le mode d'engagement qu'on considère comme étant le plus efficace pour apprendre les gestes de l'infirmier anesthésiste, c'est de s'engager en direction du mannequin autrement que comme si c'était un travail, pour pouvoir apprendre. Mais en même temps, il faut que ce soit quand même un travail. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, etc. Donc, notre idée, c'est aussi que lorsqu'on apprend sur la place de travail, spontanément, c'est parce qu'à certains moments, on est capable d'établir une sorte de débrayage entre notre engagement productif, uniquement productif, et cette distance à la production qui rend possible la construction, ce que Simondon appelle la métastabilité. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre. En tout cas, je me ferai un plaisir d'essayer de le rendre plus clair si jamais vous aviez des questions là-dessus. Je passe peut-être, parce que j'ai l'impression d'être trop long vraiment, sur le recours c'est quand même deux mots, sur, pardon Maria, le recours à la mimésis et à un régime de fabrication des significations qui n'est pas de l'ordre de la rationalité et de la raison, mais qui est de l'ordre de la mimésis, de l'imagination et du recours à des icônes, des images qui soient... Voilà. Je fais référence là implicitement à un auteur important pour nous qui est Peirce, un sémiologue états-unien. Bon, mais cette idée que les situations de formation, si on veut qu'elles soient efficaces, ont probablement intérêt à solliciter ce registre d'engagement qui est celui de l'ordre de la signification par l'image, par la mimésis, et pas seulement, comme par exemple un auteur comme Kolb pourrait le dire, par la réflexion rationnelle, l'extraction de règles et de principes à partir des caractéristiques de l'action. Et puis, dernier point sur cette diapo-là, c'est un point qui est probablement pas assez, à mon sens, pris en compte, c'est ces sollicitations de la pré-réflexivité dans les dispositifs de réflexivité augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je pense que, par exemple, il y a une forte tradition en éducation des adultes sur la prise de conscience, sur l'extraction, je viens de le dire, de savoir à partir des caractéristiques de l'action, avec des auteurs majeurs comme Dewey, qui ont beaucoup avancé des idées de cet ordre-là qui me semblent fondamentalement justes et efficaces. Mais il y a ce registre de l'activité, par contre, ce registre de la pré-réflexivité, de l'expérience, est assez peu formalisé, modélisé par les auteurs en éducation. Je distribue les satisfaits sites là, comme ça aux auteurs, hein, je m'autorise à faire ça. Et je pense qu'on aurait intérêt à beaucoup plus réfléchir à ce qu'on fait quand on demande à un enfant qui est en train d'apprendre à écrire ou un adulte qui est en train de faire un apprentissage quelconque, c'est si on lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, à quoi tu penses, etc. Cet accès à sa pré-réflexivité et en quoi cette pré-réflexivité qui est rendue plus explicite est un élément, ce que je crois, hein, un élément de transformation de l'activité important. On peut passer à la suivante, Maria. Je crois que c'est presque terminé pour vous.
C'est juste celle-là et la prochaine. Voilà, oui, merci. Voilà, patience, patience, c'est bon, on va finir. Dans les formations, je n'ai pas le temps de développer ça, et puis ça serait trop. Peut-être qu'on pourrait le faire à un autre moment du séminaire. Ce n'est pas intéressant de le faire à toute vitesse, et puis j'ai pris trop de retard. Je vous m'excuserez. Maria, si tu en es d'accord, on passe à la dernière La slide. dernière. Comme en guise de conclusion rapide, parce que là, ça m'amènerait trop loin, c'est sur les formations développementales. J'ai parlé jusqu'ici des développements, des formations curriculaires. Et donc, sur l'activité de l'éducateur, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut rappeler et qui pourraient ou devraient ou sont déjà pour partie au cœur des formations des éducateurs, des formateurs ou des enseignants. C'est cette idée d'un rapport empathique et mimétique aux situations, mais pas une empathie amenant les éducateurs à pleurer en sympathie avec les pauvres apprenants qui n'arrivent pas à apprendre, mais empathie au sens fort d'un effort de superposition des couplages structurels, comme j'ai essayé de le dire en avant. Un éducateur, c'est un spécialiste de la superposition des couplages structurels. Voilà. Deuxième aspect, c'est concernement et promesse au sens fort, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de réflexions sur le projet éducatif, le projet d'éduquer, le projet de formation, etc. Ça me semble un peu court, au fond, si on est dans une perspective varélienne comme ça. Plus qu'un projet, c'est une promesse. Enfin, s'il n'y a pas cette promesse, l'éducateur doit promettre. Et promettre, ce n'est pas des mots seulement, c'est des actes de langage. C'est-à-dire que c'est un engagement fondamental, profond, essentiel de sa part à l'éducation de l'autre, et avec un concernement. Je ne suis pas sûr que cette formule soit très juste, c'est-à-dire que si l'autre n'apprend pas, mais j'en suis malade. Voilà, cette idée c'est une aventure à deux ou à 30, mais ce n'est pas seulement un projet d'atteindre 3 objectifs. Voilà. Ce qui suppose un régime relationnel, je n'ai pas le temps de développer, mais qui est de l'ordre non pas de la rationalité et de calcul d'intérêt, mais du don et du contre-don. C'est-à-dire que pour qu'ils vous donnent, qu'ils acceptent de s'engager dans des situations inconfortables, de métastabilité, etc., il faut que vous leur donniez votre intérêt, votre disponibilité, etc. C'est-à-dire que l'activité des personnes en formation, c'est un rendre au fond. Mais celui qui initie le don, c'est le formateur, l'éducateur. Et bon, voilà, ça c'est la marotte du papet. C'est cette activité de formation ou d'éducation, c'est une activité de service. Et je pense que ces activités de service, elles ont au fond, enfin, au plus profond d'elles-mêmes, une orientation qui est celle du caring, comme disent les anglo-saxons, du prendre soin. Enfin, je pense que, par exemple, les infirmiers, les infirmières ont bien perçu ça dans les référentiels de compétences métiers qu'ils peuvent produire, etc. Mais dans toute activité de service, il y a un prendre soin d'autrui qui est absolument essentiel et dont on trouve au fond assez peu de traces dans la littérature en éducation, peut-être chez les praticiens, mais chez les chercheurs, c'est une dimension qui est assez largement minorée, je trouve, mais peut-être qu'on pourrait avoir une discussion à ce sujet. Voilà. Je vais arrêter là. Je vous remercie vraiment